Bonsoir à tous, bienvenue dans Plus d'Actu. On va prendre le pouls du secteur Horeca ce soir. Il offre des visages contrastés. D'un côté des faillites toujours nombreuses, de l'autre des anciennes qui fonctionnent, des ouvertures fréquentes, elles aussi, des concepts qui se développent. Alors, comment interpréter cette situation? Le secteur sort-il doucement mais sûrement de la crise ou au contraire, est-il toujours en péril? On en parle ce soir avec nos invités. Voilà des invités que je vais vous présenter tout de suite, en commençant par vous, Grégory Sorgelose. Bonsoir. Vous êtes courtier immobilier spécialisé dans la cession d'établissements Horeca. Et puis j'ai le plaisir d'accueillir aussi Philippe Limbourg. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes restaurateur aujourd'hui à la tête du restaurant Gueuleton à Woluwe-Saint-Pierre, mais vous avez aussi été pendant très longtemps le directeur de Goemio Belgique. Merci d'être avec nous. Première question pour vous, tiens, Philippe Limbourg. Maintenant que vous êtes passé de l'autre côté, côté comptoir, côté cuisine, quel bilan dressez-vous de votre restaurant, des difficultés que ça entraîne? Vous avez ouvert en octobre 2024. Je pense que pour l'instant, le bilan il est plus que positif. Donc on touche du bois, évidemment. On a le succès du lancement. Donc voilà, maintenant il faut que ça dure. Donc on va quand même garder les pieds sur terre et dire ok, il faut qu'on continue nos efforts au quotidien. Les difficultés sont celles de tous les restaurateurs, je pense aujourd'hui, à commencer par retrouver du personnel, trouver du personnel et le garder. C'est vraiment quelque chose qui est un des défis aujourd'hui dans l'Horeca. Oui, ça reste votre difficulté numéro 1, le personnel. Ouais. Ouais. Alors Grégory Sorgelose, c'est vrai que, je le disais dans l'intro, on voit un paysage très contrasté. Si vous deviez dresser un portrait du secteur Horeca à Bruxelles, vous diriez quoi aujourd'hui? Un portrait. Un portrait, c'est un secteur, j'ai toujours envie de dire, de passionnés. Sans passion, on ne fait pas d'Horeca. Aujourd'hui, on rajoute à ce petit critère de passion, on ajoute le raisonnement. Beaucoup de jeunes aujourd'hui se lancent avec une formation plutôt économique et ajoutent à ce secteur une bouffée d'oxygène en apportant des raisonnements financiers qui manquaient souvent avant. Et donc c'est à la fois de la passion et du raisonnement, il faut les deux. Ouais, et donc vous diriez quoi, qu'aujourd'hui on lance plus un business que par amour de la cuisine? En théorie, il faudrait les deux, mais dans la pratique, il y a quand même beaucoup plus de business qui se lance que de vrais coups de cœur par des passionnés. Et ceux qui font de la passion, souvent malheureusement, butent contre le travail incommensurable que représente un Horeca, la compta, la gestion du personnel, comme disait Philippe. Ce sont des points d'achoppement majeurs. Oui, alors vous, Philippe Limbourg, je l'ai dit, vous avez été directeur de Goemio pendant des années. En étant maintenant de l'autre côté, vous avez découvert certaines choses ou pas vraiment? Non, sans prétention aucune, non. J'ai l'avantage aussi d'être entouré de 4 associés qui me soulagent de beaucoup de choses et me permet de me concentrer moi sur l'humain, que ce soit les relations humaines avec les clients. Je suis en permanence en salle évidemment, mais aussi avec les équipes, que ce soit salle et cuisine. Et donc effectivement, là c'est... Alors évidemment, il y a toujours son lot de surprises, mais qui, de manière générale, sont celles de tout entrepreneur, que ce soit dans l'Horeca ou ailleurs. Oui, alors on va le voir, il y a une enseigne qui a fermé ce week-end, c'est le Chapeau Blanc, c'est à Anderlecht, elle a fait son dernier service samedi soir. Alors c'est toute une série de jeunes qui s'étaient lancés dans l'aventure, ils étaient 16 à s'investir dans ce projet, mais ils ont dû abandonner et arrêter les frais. Écoutez leur diagnostic de la situation, on a été les voir lors du dernier service samedi soir. Chapeau Blanc est fermé. Voilà. Le petit Ezra a tout dit. C'est le dernier service du Chapeau Blanc. Au menu ce soir, un buffet et surtout beaucoup d'amertume. On est tous hyper tristes que ça ferme. On ne pouvait pas que manger ici. Il y a aussi des activités pour les enfants, des spectacles de stand-up, des soirées, beaucoup d'occasions de se rencontrer aussi et de se retrouver. À l'origine du renouveau de cette institution anderlechtoise, un groupe de 16 personnes. Durant 2 ans, ils et elles ont tout tenté. Parmi les raisons de l'échec, sans doute un peu de naïveté. On était trop romantique. On s'est dit, mais tout le monde fait du black, on va pas faire de black, on va payer tout le monde normalement, il n'y aura rien de surgelé, on va faire des produits frais et tout. Il y a cette naïveté des primo-entrepreneurs, c'est le premier restaurant, donc on s'est dit on va faire les choses différemment, c'est pour ça qu'on est 16. Avec les charges qu'on avait, les coûts, etc., il fallait que ça tourne, qu'il y ait beaucoup de monde qui soit présent. Et puis le modèle n'est pas rentable. Le modèle qu'on a voulu défendre et mettre en place, il n'est pas rentable malheureusement. La commune a mauvaise réputation.
Et pour les clients et les gérants, ce facteur a énormément pesé ces derniers mois. Alors Grégory Sorgelos, est-ce que la localisation aujourd'hui, ça reste un élément déterminant pour le succès d'un resto? J'ai envie de dire absolument. Enfin, en tout cas, la localisation va dépendre du projet qu'on veut faire. Ce n'est pas parce que vous êtes Rue Neuve ou que vous êtes de Grand Place que d'office ça va marcher. Il faut un concept qui soit adapté à la clientèle du quartier. Et beaucoup de gens, je pense, qui se lancent, n'ont peut-être pas cette formation qui permet de comprendre, d'analyser au préalable la clientèle, le quartier, les attentes du quartier et adapter l'offre à cette clientèle. Oui, parce que je disais une situation contrastée. C'est vrai qu'il y a le Chapeau Blanc qui ferme aujourd'hui, une brasserie à Anderlecht, place de la Vaillance. Il y en a une autre qui vient d'ouvrir juste à côté de la Bourse. Et donc, on a l'impression parfois de dire peut-être que le concept de brasserie est dépassé. Et puis, pas vraiment quand on voit les ouvertures. Je ne pense pas qu'il soit dépassé, mais la brasserie est un concept vieux comme le monde. Tu en sais quelque chose, et je suis certain que c'est un concept qui doit se réinventer. Pendant le Covid, on a beaucoup parlé de se réinventer. L'Horeca se réinvente aussi. On est vraiment un changement de génération qui s'est opéré il y a quelques années, avec des nouvelles attentes, des nouveaux concepts, des nouvelles idées, et je pense qu'il faut suivre le flux, c'est tout. Oui, alors pour vous, Philippe Limbourg, qui avait passé Dieu sait combien de dîners dans les restos, pour vous, la localisation et à l'endroit où vous êtes, ça reste déterminant. Donc vous êtes à l'ancienne auberge des Mailleurs, à Woluwe-Saint-Pierre. Ça, c'est 50% du succès. Et c'est vrai qu'il y a toujours eu ce... c'est une petite blague à l'époque de l'Horeca qui disait qu'un restaurant qui marche, c'est 50% la localisation et 50% la localisation. Et, nous, on s'en rend compte, on a la chance d'avoir effectivement un cadre qui est magnifique, un endroit de passage, facilité de parking, on est à 5 minutes de l'autoroute, on a presque 50% de notre clientèle qui vient dehors de Bruxelles, le soir en tout cas, et donc tout ça, voilà, j'ai passé mon week-end à Liège, on nous demandait, tiens, quand est-ce que vous ouvrez à Liège? On a eu plein de propositions, mais voilà, il faut effectivement ne pas négliger l'emplacement, c'est assurer déjà une bonne base pour ouvrir un restaurant. Oui, mais Grégory Sorgelos, est-ce qu'on ne manque pas un petit peu d'audace dans l'ouverture des restos? Parce que c'est vrai qu'on voit toujours les mêmes communes, Ixelles, Saint-Gilles, Uccle à certains endroits, donc on voit beaucoup de projets. Est-ce qu'il y a un manque d'ambition dans certains quartiers, selon vous? Je ne crois pas qu'il y ait un manque d'ambition, mais je pense que c'est logique. Bruxelles, Ixelles, Saint-Gilles sont les communes les plus centrales dans la région bruxelloise. Ce sont les plus densément peuplées, avec à la clé le plus de chiffre d'affaires possible, en théorie en tout cas. Il faut arriver à capter la clientèle, parce que quand on va à Woluwe, comme mon comparse d'en face l'a fait, c'est un choix peut-être plus facile, parce qu'on connaît la clientèle, on sait ce qu'elle attend, on n'est pas dans les concepts hyper pointus, hyper compliqués, on est dans le classique bien exécuté, les gens ne veulent que ça, je pense, si je me trompe, mais il ne faut pas plus, et si on fait ça bien, en général, ça marche tout de suite. Ouais, et donc, pour vous, quand vous disiez que la localisation est tellement importante, vous n'auriez pas pu mener le même genre de concept dans certaines communes? Non, c'est vraiment... je parle d'accessibilité en plus de l'emplacement, parce que c'est essentiel. J'en veux pour preuve. On a une clientèle aisée qui vient des quartiers de Uccle notamment, mais qui ne vient que le samedi. Pourquoi? Parce que le samedi, ça roule enfin un peu plus à Bruxelles. Et voilà, et donc il y a le côté localisation, mais il y a le côté mobilité. Et ça, c'est aussi un point à ne pas négliger, quoi. Oui, et donc on parle de localisation, on parle de la question du parking, mais ce qu'il y a dans l'assiette, est-ce que c'est encore prépondérant ou pas? Heureusement, bien sûr, c'est important. Bien sûr. Alors évidemment, si on va sur le piétonnier bruxellois, je prends un exemple un peu bateau, il y a une clientèle plutôt touristique de masse qui n'attend pas spécialement une expérience incroyable et qui va se contenter d'une offre plutôt fast-food. Et voilà, ça coche les cases. Après ça, vous sortez dans les rues latérales, vers Sainte-Catherine, vers la Grand Place, la nouvelle brasserie dont vous parliez le long de la Bourse. Là, on essaye de toucher une autre clientèle. Parce que Bruxelles, ce ne sont pas que des touristes et des locaux. Il y a toute une clientèle périphérique qui y vient. C'est une capitale. Donc, il faut que chacun ait sa clientèle, son concept. Oui, et pourtant, on peut trouver des restos étoilés dans des quartiers d'Anderlecht, près des abattoirs. Il y a un resto étoilé, il y a aussi un autre resto tout près du canal. Donc, par rapport à ça, on peut s'installer dans des endroits réputés plus compliqués. Je pense que si on est sûr de soi, qu'on a son réseau, qu'on est vraiment quelqu'un de très compétent dans son domaine, vous pouvez aller où vous voulez, ça marchera. Mais il faut quand même une conjonction de facteurs, dont un petit peu de chance quand même, mais une bonne équipe stable, un savoir-faire inouï, il faut quand même maîtriser l'outil.
Et je pense qu'on ne peut pas se planter à Bruxelles, il faut juste avoir le background derrière qui permet d'y aller sans crainte. Oui, alors Philippe Limbourg, on parlait avec Grégory qui citait le mode business finalement de personnes qui ont fait des études, soit ingénieurs de gestion, soit d'autres études liées au domaine économique. On a l'impression que c'est une tendance lourde ça aujourd'hui. Oui. Mais il ne faut pas que ça. Il ne faut pas oublier non plus que la restauration, c'est d'abord des personnes qui viennent passer un moment. Il faut connaître ce moment, pouvoir interpréter quel est le niveau d'attente des clients qui vont être notre vivier, et puis grandir avec ce vivier et évoluer, et faire évoluer l'offre, sur base évidemment des ressources que vous avez. Je parlais des équipes, j'ai la chance d'avoir une équipe formidable, mais c'est vrai que recruter les bonnes personnes qui vont vous aider à faire évoluer ce concept en fonction des attentes de la clientèle, c'est ça le défi en fait. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un certain risque à la banalisation finalement qu'on est, comme on voit certaines chaînes de vêtements qui sont présentes dans toutes les galeries commerçantes, est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver dans cette situation-là dans beaucoup de grandes villes de Belgique avec un concept qu'on peut retrouver partout? Si on adopte le raisonnement sous l'angle du financier pur, oui, il faut scaler, comme on dit. Il faut scaler, il faut développer, il faut faire un business qui a été pensé dès la base pour être dupliqué. Il y en a qui le font. Il n'y a aucune âme là-dedans, c'est juste du financier. Et en général, ce n'est pas dans la cuisine d'un certain niveau qu'on a ce genre d'expérience. Oui, mais vous voyez ce type de restaurant qui se monte d'abord avec une succursale et puis qui très vite se développe. Vous voyez cette tendance-là augmenter ces dernières années? Ce n'est pas ce qu'on travaille nous le plus personnellement, mais oui, ça existe. C'est une réalité du marché implacable. Si on scale, je reprends de nouveau cette expression anglaise, on réduit les frais, on a des centrales d'achat, on duplique. Le staff est peut-être un sujet un petit peu moins important au niveau de la qualité du service. Il faut que ça débite. Et quand ça débite, ça rapporte. Et ça rapporte, ça permet d'en ouvrir d'autres. Ouais, et vous n'avez pas peur, justement, pour reposer ma question, d'un appauvrissement de cette culture gastronomique? Personnellement, j'ai la trouille, oui. Personnellement, j'ai la trouille. C'est vrai que si je pouvais choisir, là, on vient d'un petit voyage initiatique à Copenhague, ville très inspirante. Je n'ai quasi en 3 jours pas vu de fast-food. Encore, je ne critique pas les fast-food, il en faut aussi, j'y vais avec mes enfants, mais que des concepts ou des choses simples, mais bien exécutées, pas de chaîne, pas de duplication, pas de scale-up, et c'est rafraîchissant, vraiment. Oui, alors vous avez, vous qui êtes un gastronome, Philippe Limbourg, est-ce que c'est une crainte que vous avez aussi, cet appauvrissement finalement Je pense qu'on a la chance en Belgique d'avoir quand même une culture de la bonne bouffe qui reste présente, d'avoir aussi des talents, parce qu'on a quand même des chefs, que ce soit à Bruxelles ou en Wallonie ou en Flandre évidemment, qui sont parmi, qui nous permettent d'avoir un des meilleurs niveaux au monde. Il faut quand même le rappeler, sur 10 millions d'habitants, enfin 11 millions, avoir autant de restaurants de cette qualité-là par habitant, vous pouvez faire beaucoup de pays avant d'en avoir. Donc on a cette chance-là. Je pense qu'on aura toujours des très bons restaurants à Bruxelles et en Wallonie, et en Flandre, pardon, mais je pense qu'il faut entretenir ça. Et il y a beaucoup de choses. La clientèle essaye de se retrouver. On a la clientèle gastronomie, elle continue d'être fidèle. Et les autres, les attirer vers ce genre de spot, ça c'est un des défis parce que il y a un budget, il y a toutes les contraintes qui sont là. Je parlais de mobilité aussi, et puis l'accès aux produits. Mais moi, je suis un grand optimiste. Donc, je reste persuadé qu'en Belgique, on mangera toujours bien, y compris à des hauts niveaux. Mais c'est sûr que ce ne sera pas la majorité des adresses. Oui. Alors, on va retrouver un morceau d'interview d'un des fondateurs du Chapeau Blanc. Ils font aussi leur examen de conscience en disant qu'ils n'ont peut-être pas toujours été à la hauteur. Je vous propose de l'entendre. C'est une première expérience dans l'Horeca, pas dans l'entrepreneuriat. On a déjà lancé plein de business et tout. Moi, j'ai une entreprise ailleurs et tout va bien. Mais ici, c'est l'Horeca, c'est très spécifique. Et on a peut-être parfois manqué de rigueur. Normalement, dans une brasserie, par exemple, il faut peser chaque assiette qui sort de la cuisine. C'est au grammage près que tu dois s'assurer tes clients pour être sûr que ton food cost, le coût soit respecté, quoi. Et ça, on l'a pas toujours eu. Et nous, on était 16, mais on avait un autre travail à côté. Et donc, on était là le soir, les week-ends, on travaillait, mais on n'était pas là tout le temps pour regarder, imprimer une direction, une dynamique, et ça et tout. Et donc, c'est très compliqué de faire un business comme l'Horeca
l'ORECA qui est dans l'urgence, il y a toujours un problème, il faut toujours répondre tout le temps. Et ben, nous, on était en deuxième ligne, quoi. Et donc ça, c'est ce qu'on aura appris de la complexité de mener un business comme celui-là, quoi. Oui, bah, apparemment, ce n'est pas un business comme un autre. Hein. Philippe Limbourg, vous vous y retrouvez dans cette interview en disant rigueur, il faut être là, il faut peser, il faut être attentif à tout. Bien sûr, ce n'est pas juste dire ok, je sais faire une sauce, je peux ouvrir un resto. Quoi. Il faut sortir de ce cliché-là, d'urgence, parce qu'effectivement, il y a une rigueur. Et c'est, de nouveau, je bénis le fait d'avoir mes associés qui s'occupent de toute la partie, justement, structure administrative, financière et autres. On a un chef qui a été rodé effectivement aux grandes maisons où on pèse et on fait les food costs au gramme près, parce que sinon, effectivement, c'est pas parce que c'est généreux, on partage, les gars, machin, qu'il ne faut pas faire attention, parce que sinon, c'est droit dans le mur, ça va très vite. Oui, et en même temps, vous nous dites que c'est le personnel qui vous coûte le plus cher. Alors, par rapport à ça, on essaye aussi de réduire au maximum les frais liés au personnel. Alors, de nouveau, plus vous montez, on parlait d'adresse gastronomique, sur une adresse gastronomique, on atteint vite les 50% de frais de personnel sur une addition de 100 €. Chez nous, on est un peu plus bas. On joue comme on peut avec la flexibilité, parce qu'on a des horaires quand même assez longs. Et c'est vrai que je voyais sur les réseaux sociaux les gens qui reprochent de dire tiens, vous utilisez FlexiJob, vous prenez le job des pauvres chômeurs. Je dis mais écoutez, s'il y a un chômeur qui veut travailler demain chez nous, il est bienvenu. Mais le problème, c'est que de nouveau, trouver du personnel qui veut travailler dans l'ORECA avec nos horaires et qui veut contribuer justement à cette rigueur, pas évident. Oui, alors on voit aussi des restos qui ont l'air, en tout cas, quand on passe devant, de fonctionner plutôt bien, qui refusent régulièrement du monde et qui sont amenés finalement à mettre la clé sous le paillasson. On a vu des exemples récemment. Comment vous l'expliquez, ça ? Je pense que ce sont des gens encore un petit peu naïfs, qui se rendent compte, qui croient que l'ORECA, c'est d'abord une passion et pas un vrai métier. C'est très bien d'être généreux, il faut être généreux dans la restauration, mais n'être que généreux en ne faisant pas attention à tous les ratios et les chiffres, comme tu disais, c'est droit dans le mur. C'est une question de 6 mois, 1 an, 2 ans maximum, mais c'est pas tenable. Ça l'était peut-être avant, mais ça n'est plus aujourd'hui. Oui, il a vraiment changé, vous qui avez une longue expérience dans le domaine, il a vraiment changé aujourd'hui le paysage de l'ORECA ? Oui, je pense que c'est... Il y a eu pas mal de choses. On parlait de changement de génération, la culture de l'entrepreneuriat plutôt que la culture de je passe de l'école hôtelière, je vais faire mes apprentissages et puis j'ouvre mon propre restaurant. Ici aujourd'hui, un restaurant sur 2 qui ouvre, c'est pas cette filière-là. Et puis il y a aussi, désolé de le dire, mais il faut quand même appeler un chat, la culture du black qui a fait beaucoup de mal, je trouve, à l'ORECA et qui aujourd'hui est en train, progressivement, mais il y a encore du travail, de disparaître. Tout ça contribue à un changement du paysage de la restauration, c'est tant mieux. Oui, vous confirmez ça par rapport le black de moins en moins et le paysage en pleine transformation aujourd'hui ? Le black ? Quel black ? Non, quelle blague, vous voulez dire ? Quelle bonne blague. Oui. Non, oui, ça a toujours existé. Parce qu'eux, ils le disaient, on a décidé de ne pas faire de blague et donc ça nous a handicapés. Pas que dans ce domaine-là, mais beaucoup dans ce domaine-là. Oui, fut un temps, c'était le Far West. Même quand je venais avec des clients de l'étranger, ils disaient mais qu'est-ce que c'est que ces bilans ? C'est illisible, c'est dramatique. Mais effectivement, ça disparaît, c'est cette nouvelle génération dont on parlait. Avant, on voyait plutôt des logos sur les portes, no plastic money, pas de carte. Aujourd'hui, c'est plutôt no cash. Oui. Donc le changement est tout à fait inverse, c'est tout à fait une autre dynamique. Et on verra à l'usage là où ça va nous amener plus tard. Je ne sais pas encore, mais en tout cas, c'est très disruptif et très énergique au niveau du marché. Oui, alors il y a aussi la question du prix. Les gens qui fréquentent les restos disent les restos sont trop chers aujourd'hui, la bouteille d'eau, elle est impayable, on ne comprend pas pourquoi on doit payer 5, 6 ou 7 € pour une bouteille d'eau. Ça, ce sont des critiques que vous entendez régulièrement, Philippe Limbourg. Oui, ça fait 50 ans qu'on entend ça et qu'on compare avec les menus en France. Où la fameuse formule, quoi. La fameuse formule avec la carafe d'eau. Mais voilà, je dis, mais allez comparer les salaires en France. J'ai travaillé dans la restauration en France. Je peux vous dire que les salaires, c'est pas du tout la même chose qu'ici. Les conditions non plus. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, tout ce qui est taxation et fiscalité, on est en Belgique. Donc le soutien aux restaurateurs, il est plus limité. Et puis, en France, ils ont moins d'accise. Parce qu'il n'y a rien à faire. Sur une table, il y a une carafe d'eau, mais il y a une bouteille de vin. Et le prix d'achat, le transport et les accises, ça vous fait forcément 30-35% en plus sur la bouteille de vin qu'il faut payer aussi. Et donc tout ça,
bout à bout, sur l'addition, ça fait un budget qui est plus élevé qu'en France. Oui. Oui, alors vous le dites, ça fait longtemps que certains demandent la carafe d'eau gratuite dans les restaurants. Pour vous, vous dites aujourd'hui, c'est impossible. Vous continuez à dire cela. Bien sûr, bien sûr. Parce que, d'une part, je pense qu'on a en plus l'avantage et le plaisir d'avoir des très bonnes eaux belges. Donc, ça reste un produit local en plus qu'il faut mettre en avant. Ensuite, parce que je pense que d'un point de vue qualité, c'est autre chose que l'eau du robinet. Et parce que, pour moi, ça fait partie de l'esthétique de la table. Une belle bouteille d'eau plutôt qu'une carafe. Voilà, ça c'est mon point de vue. Mais le côté... Alors c'est vrai que dans l'idéal, pouvoir offrir l'eau, ce serait génial. Mais là, on en est loin, quoi. Oui. Alors, sur l'argument financier, il y a aussi le coût des loyers. J'imagine que ça, c'est un élément dont vous entendez souvent parler. On dit également que certaines vitrines, certains pas de porte sont impayables. Donc, votre réponse par rapport à ça? De toute façon, tout est toujours trop cher, quoi qu'il en soit. On va rester, l'eau est trop chère, le vin est trop cher, le pas de porte est trop cher, le loyer est trop cher. Bon, il n'y a pas de fumée sans feu, donc c'est pas nous qui fixons les prix. C'est l'offre et la demande, c'est une loi immuable. J'ai déjà essayé de la court-circuiter, mais ça ne marche pas. Donc, s'il y a de la demande pour un dossier, il y aura un prix qui ira en fonction. Oui, mais un pas de porte au centre-ville, ça peut monter jusqu'à combien, Grégory Sargelos? Alors, ça dépend de dizaines de facteurs différents. Il y aura l'emplacement de toute façon, mais une affaire fermée ou une affaire qui fait 4 millions de chiffre d'affaires n'aura pas la même valeur. C'est ça un peu le gros challenge, c'est qu'au centre-ville, c'est difficile de trouver des choses libres déjà, donc très peu d'offres. Et ça peut, vous avez une fourchette de prix ça peut aller de 0 à plusieurs millions d'euros. Ça dépend de l'endroit. Il n'y a pas de règles prédéfinies, mais si vous cherchez une affaire hyper connue, hyper rentable, où le pied de bilan est super positif, une affaire où vous avez envie de dépenser de l'argent, vous pouvez en dépenser. Et acheter une affaire qui sera rentable surtout. C'est pas la majeure partie, mais il y en a quand même beaucoup. Ouais. Et pour vous, les loyers sont pas excessifs aujourd'hui au même en titre Belgique que le coût de la main-d'œuvre, le coût des marchandises, le coût du loyer, il faut normalement pas dépasser un certain ratio. Mais ça dépend de votre chiffre d'affaires. Si vous estimez faire 1 million d'euros, ou 4 millions d'euros, ou 200 000 euros par an, il ne faut pas vous permettre le même loyer. Alors Philippe Limbourg, dernière question, puisqu'on voit aussi qu'on est dans une période compliquée, un gouvernement qui nous annonce de l'économie, voire de l'austérité. Est-ce que vous êtes confiant quant à la fréquentation simplement de votre établissement et de l'avenir de l'Horeca en général? Vous le disiez, vous êtes optimiste. Oui, c'est ça. Donc on touche du bois, effectivement. On a un taux de réservation qui est assez stable encore pour quelques temps. Mais je pense que, voilà, peut-être que les paliers, parce qu'il y a des paliers de public, vont peut-être bouger un petit peu en disant, voilà, les gars qui... Donc le montant de l'addition sera peut-être moins élevé, c'est ça que vous nous dites. Le gars qui allait manger pour 150, il va passer dans un restaurant, il va manger pour 125 ou pour 100 ou pour 75 et ainsi de suite. Mais il y aura toujours des gens qui auront de l'argent pour aller manger et se faire plaisir à table, ça j'en suis convaincu. Oui, et vous, s'il faut faire maintenant une perspective, vous allez vers une diminution du nombre d'établissements, vous ne voyez pas du tout ça dans vos projections? Pas du tout de diminution. Parce que beaucoup de gens disent, il y a beaucoup de faillites. Faillite égale fermeture, terminé, la clé sous le paillasson, merci, au revoir. Sauf qu'une faillite, c'est un nouveau dossier qui revient sur le marché, à moindre coût, à prix très bas, voire à pas de prix du tout. Et ça enclenche un renouvellement, une rotation du nombre d'Horeca, mais le nombre reste le même, voire augmente. Oui, et donc, il y a toujours, malgré le tableau noir qu'on peut dresser parfois, il y a toujours des entrepreneurs, il y a toujours des gens qui veulent ouvrir des établissements. Tous les jours, on nous appelle en disant « je veux faire de l'Horeca, c'est mon rêve ». Ouais. Et vous leur dites quoi dans ces cas-là? C'est bien raison, heureusement qu'il y en a comme vous. Vous leur dites quoi, vous, Philippe Limbourg? Ça reste un rêve pour vous moi voilà, de nouveau, c'est un réveillé, donc je touche du bois, je suis plus que ravi d'avoir franchi le pas. C'était pas prévu, mais de nouveau, je regrette vraiment pas du tout. Merci en tout cas d'avoir partagé votre expérience sur ce plateau. Plus d'actu, c'est terminé pour ce soir, mais je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Très bonne soirée à tous.